Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur TV Agri, ici en direct du Mob Hotel à Saint-Ouen. Nous sommes partenaires des 48 heures de l'agriculture urbaine et nous allons faire toute une série de débats sur des thèmes en lien avec l'agriculture urbaine. Alors, est-ce que l'agriculture urbaine est un phénomène de mode? J'ai le plaisir d'en débattre ce soir avec Jean-Pierre Boinat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte, urbaniste, président de Green City. Vous aurez l'occasion d'expliquer de quoi il s'agit. Vous avez travaillé en tant qu'architecte, notamment avec Jean Nouvel. Alors, on aura l'occasion de revenir un peu sur l'approche globale de l'agriculture urbaine dans la ville. Juste à vos côtés, Christophe Duhamel, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de Marmiton, on aura l'occasion de le montrer par la suite. Effectivement, c'est un journal, c'est un site internet, ce sont des vidéos et vous êtes le spécialiste du culinaire. Juste en face de vous, Théo Champagnat, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes cofondateur de Cycloponix. Vous avez la particularité de faire de l'agriculture urbaine plutôt dans les parkings, c'est ça? C'est ça, exclusivement en endroit indoor, en fait. Voilà. Et Julie Spolmeyer, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes fondatrice de la box à planter. Vous nous expliquerez justement ce que vous proposez. Tout à fait. Voilà. Jean-Pierre Boinat, première question. Quelle est la raison d'être de l'agriculture urbaine en ville, donc? Alors, moi, je m'intéresse à la ville et à l'agriculture. Et donc, je fais toujours un petit peu d'historique. On sait, il faut savoir que et tout le monde le sait, je pense, que la ville s'est organisée. Les premières villes se sont organisées autour de l'agriculture. Et puis, bon, je ne vais pas faire toute l'histoire, mais au Moyen-Âge, les espaces agricoles faisaient encore partie de la ville. Et même, je dirais, il y a encore 50-60 ans, il y avait encore des fermes dans Paris. On peut, notamment la ferme Montsouris. Donc, à partir de là, deuxième moitié du XXe siècle, la fracture s'est vraiment opérée. Et c'est une fracture qui a touché aussi le monde agricole, c'est-à-dire cette fracture entre ville et campagne. Donc, actuellement, en fait, je vais un petit peu vite, mais actuellement, en fait, on sent qu'il faut transformer cette ville. Et donc, la ville, comment elle se transforme? Elle se transforme par des phénomènes socio-économiques qui se juxtaposent. L'agriculture urbaine en est un. Et c'est dans ce sens qu'on ne peut pas parler de phénomène de mode puisque c'est un véritable phénomène. Par contre, les phénomènes socio-économiques comme ceux-là, il faut les maîtriser dans une transformation urbaine globale. Et pour les maîtriser, je pense qu'il faut expérimenter. Alors, je l'ai dit, vous êtes président de Green City. Qu'apporte votre structure justement à l'agriculture urbaine? À Green City, justement, c'est recréer le lien avec le monde rural, entre la ville et le monde rural. C'est aussi promouvoir et créer des lieux d'expérimentation dans les grandes villes, d'expérimentation agricole. C'est aussi offrir des services clés en main d'agriculture urbaine. Christophe Duhamel, donc vous pilotez Marmiton, vous êtes le fondateur de Marmiton. Pour vous, l'agriculture urbaine, c'est un phénomène de mode? Non, pas du tout. Je pense qu'au contraire, c'est quelque chose qui va apporter plusieurs dimensions. Je pense beaucoup à la dimension paysagiste, c'est-à-dire que les villes aujourd'hui elles sont grises et à partir du moment où on va pouvoir mettre du vert dans tout ça, mettre des fleurs, mettre des choses qui poussent, des odeurs, ça va apporter énormément. Je pense aussi qu'il y a une dimension pédagogique qui est fondamentale, qui est que je pense que les enfants et tout le monde a besoin de savoir comment poussent les plantes, de savoir que ce qu'on mange, ça vient pas du supermarché, c'est pas déjà en plastique, ça pousse quelque part et comprendre comment les choses poussent, je pense que c'est fondamental pour l'avenir des gens qui seront les futurs citoyens. Et en plus de ça, il y a aussi la dimension culinaire, gustative, qui est que moi, mes grands-parents, dans leur jardin, ils avaient plein d'herbes. Et donc, à chaque fois qu'ils cuisinaient, on mangeait des choses qui avaient du goût apporté par ces herbes. Et aujourd'hui, les herbes, c'est pas un truc qu'on utilise trop en cuisine et c'est dommage. Au contraire, et je pense que le fait de cultiver chez soi, sur une jardinière, sur un rebord de fenêtre, on peut déjà avoir du basilic. Alors le basilic c'est un peu fragile, mais le romarin ça pousse très bien. La menthe, la sauge et des tas de choses extrêmement bonnes. Et une fois qu'on est à l'aise avec les herbes, après on peut passer aux tomates, on peut passer aux aubergines, on peut passer même aux haricots verts, aux pommes de terre. C'est pas si compliqué et je pense que ça va faire partie de notre avenir. Alors vous vivez à Paris, vous trouvez qu'il y a beaucoup de surfaces inoccupées? Énormément. Ne serait-ce que dans mon immeuble, il y a un énorme toit qui est plat.
Bon, il y a des cailloux dessus, mais pourquoi ça, c'est pas utilisé, ne serait-ce que déjà en mettant un petit peu de verdure, mais pourquoi on n'en fait pas un endroit où on cultive des herbes, peut-être, pourquoi pas planter des arbustes, mettre des myrtilles, je sais pas, mais il y a sûrement des choses à faire et ça permettrait de créer du lien entre les gens, parce qu'aujourd'hui, on souffre du gris, mais on souffre aussi du manque de lien. Qui connaît ses voisins aujourd'hui à Paris, enfin, mis à part le voisin de palier, et ça permettrait de recréer ce lien dont on manque tant. Alors, il y a toujours ce mythe de nourrir la ville. Pour vous, c'est un mythe ou pas ? C'est un mythe, c'est pas un mythe, mais vous voulez dire s'auto-nourrir, que la ville s'auto-nourrisse. Je crois pas que la ville pourra nourrir toute la planète. On sait qu'en 2050, il faudra doubler les besoins en production alimentaire, donc ça va être difficile. Mais il y a un équilibre à trouver entre justement ce lien avec la campagne. Il y a un équilibre à trouver aussi entre la campagne qui continuera à nourrir peut-être d'une autre façon, et la ville qui tendra de plus en plus à s'auto-nourrir. Mais je ne pense pas que la ville pourra résoudre tous les problèmes de nourriture. Alors, c'est vrai que quand on parle d'agriculture urbaine, on parle beaucoup des toits. Vous, Théo Champagnat, ce qui vous intéresse, c'est le sous-sol, les parkings. Pourquoi ? Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a beaucoup de surfaces en ville qui sont inoccupées, qui sont en sous-sol ou en intérieur. Donc ça, c'est une première dimension. Ensuite, parce que en intérieur, on peut se permettre de contrôler parfaitement le climat, plusieurs paramètres, que ce soit la température, le taux de CO2, l'humidité, etc. Et on peut se permettre donc de cultiver toute l'année, en fait, contrairement à quelqu'un qui serait à l'extérieur. Voilà. Donc ça, c'est les avantages purement de domaine culturel, on va dire. Et voilà, on répond donc à une double problématique qui est de produire localement, mais aussi on répond à une problématique qu'ont certains bailleurs, qui est donc d'occuper des espaces qui sont virtuellement morts, en fait. Et on leur redonne une seconde vie quand on les occupe. Mais le véritable problème de l'agriculture urbaine, c'est le modèle économique. Et vous, si vous vous intéressez au sous-sol, c'est que le prix du mètre carré est moins cher aussi, non ? Alors ça dépend du deal entre guillemets qu'on trouve avec les bailleurs. Pas tous les bailleurs sont prêts à donner du foncier gratuitement. Mais oui, le modèle économique, on essaie de le trouver. On essaie de prouver qu'un modèle économique est possible en ville. Il y a un tas d'approches plus associatives de l'agriculture urbaine. C'est très bien. Nous, on essaie de démontrer quelque chose de nouveau. Et effectivement, l'environnement indoor et le fait qu'on peut contrôler un espace, contrôler un environnement, ça peut, on espère, pouvoir démontrer qu'il y a un modèle économique derrière. Et comment vous cultivez dans les parkings, justement ? Avec quel mode de culture et quel type de production ? Alors, on a principalement 3 types de production. On va dire des productions hydroponiques, qui sont donc là des micro-pousses, des herbes aromatiques, des légumes-feuilles. On a un volet champignons, on va essayer de cultiver des champignons, que ce soit des pleurotes, des shiitakes, des foliotes, etc. Et on a aussi pensé à la culture d'endives, qui n'a besoin d'aucune lumière, par exemple. Et aujourd'hui, on sait que la technologie est là, et pour ces 3 types de cultures, c'est relativement facile en fait, de les mettre en place. Il suffit d'adapter en fait, l'environnement parking, de le transformer en serre, entre guillemets, et après, on peut cultiver ça. Et on peut supposer que la voiture va reculer en fait de plus en plus dans certaines villes ou grandes agglomérations. Donc il y aura des parkings disponibles ? Nous, c'est clairement le pari qu'on essaie de prendre. C'est vrai qu'on a une grosse traction à ce niveau-là. On a beaucoup de bailleurs qui nous contactent, qui ont les mêmes problématiques de foncier qui se libèrent, de parking souterrain sous-utilisé. Et nous, on se place complètement sur ce créneau-là et on essaye, voilà, c'est un peu notre porte d'entrée, on va dire. Alors, Julie Spollmeyer, vous l'avez trouvé le modèle économique. Expliquez-nous. Oui, tout à fait. Alors nous, notre ambition et notre mission à l'origine, c'est de rendre le jardinage urbain accessible et ludique et facile pour tous. Donc pour ça, on a créé une offre clé en main qui se présente comme ça, avec donc c'est une petite box qui s'appelle la box à planter. Et à l'intérieur, il y a tous les conseils et toutes les graines pour cultiver au fil des saisons des légumes, des fleurs, des aromates sur son balcon ou dans son jardin. Et ce qui est original, c'est que c'est un abonnement, c'est ça ? Tout à fait, oui. Comment ça fonctionne ? Donc vous vous abonnez sur laboxaplanter.com et à chaque saison, vous recevez donc ce petit panier surprise avec tout pour cultiver et puis des conseils vraiment simples où on veut rendre le jardinage vraiment ludique et facile pour quelqu'un qui n'a jamais mis les mains dans la terre. Vous avez fait des études de marketing ? Oui, j'ai fait une école de commerce, oui. Ça se voit. Non, mais bravo, moi je dis bravo, j'applaudis demain, je trouve ça génial. Et ça marche en plus. Oui, ça marche très bien et en fait ce qui
ce qui est vraiment, vraiment chouette, c'est qu'on touche une cible qui n'aurait jamais mis les mains dans la terre sinon. Parce qu'ils trouvent le concept sympa, décomplexé, on veut vraiment rendre le jardinage facile et du coup, il y a plein de gens qui créent leur potager sur leur balcon alors que sans nous, ils n'auraient rien fait. Donc le pari est gagné de ce côté-là. Ça veut dire que vous surfez quelque part sur le fait que les gens ont perdu le contact avec la terre. C'est pas négatif, mais c'est la réalité. Oui. Notre vision, en fait, c'est de rendre les gens heureux en les reconnectant à la nature. C'est vraiment ce qui m'anime chaque jour. Christophe Duhamel, comment vous réagissez ? Je trouve ça super parce que pour le coup, ça permet déjà, le système de la box, ça permet d'instaurer une périodicité. Donc régulièrement, on reçoit des nouvelles choses à faire, ce qui nous rappelle que la Terre a ses rythmes et que c'est pas à nous d'imposer les rythmes à la Terre, c'est à nous de comprendre les rythmes de la Terre et de les respecter et de les intégrer à nos rythmes à nous. Et pour le coup, ça facilite les choses parce que les gens ne savent pas par où commencer. Alors que le système de la boxe, tout le monde connaît. Nous, on fait des box aussi dans le groupe et tout ça. Donc, on connaît bien et je pense que c'est une très bonne manière d'inciter les gens à se lancer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on parle de jardinage urbain. Vous êtes un agriculteur urbain. C'est-à-dire que vous produisez pour vendre. C'est différent, le jardinage et l'agriculture urbaine. Effectivement, on essaye de se définir en tant qu'agriculteur. Même si on ne travaille pas le sol en tant que tel, on se définit comme agriculteur en tant que producteur de nourriture. Et quels sont les principaux freins que vous rencontrez ? La difficulté, c'est quoi ? Ou les difficultés ? Alors il y en a plusieurs, on va dire. Dans un environnement parking, d'abord, il y a tout un tas de barrières administratives qu'il faut sauter. Parce que faire une ferme urbaine dans un parking, ça demande... il y a beaucoup de barrières à sauter, on va dire. Donc le dépôt du permis de construire, etc., aménager un site. C'est assez complexe. Après, il y a des petits challenges techniques au niveau de la production. Comment recréer des chambres de culture, comment les maîtriser toutes. Et puis après, évidemment, il y a des problèmes des challenges au niveau logistique. Comment commercialiser, comment faire que tout ça se passe normalement, comme sur une exploitation normale, en fait. Et de formation, vous êtes quoi, vous ? Je suis ingénieur agronome de formation. J'ai été formé en Hollande. Voilà. Et c'est vrai que dans les écoles d'agro, on n'apprend pas à cultiver dans les parkings. En Hollande, on commence à s'y intéresser, ouais. Mais c'est vrai que... Vous êtes précurseur, là, très clairement. Oui, un petit peu, ouais. Mais effectivement, vous pensez qu'il va y avoir des technologies de façon d'éclairer, de façon de cultiver, qui vont se développer très rapidement ? Alors les technologies, elles sont déjà là. Nous, on va rien inventer. En fait, on se voit plutôt comme des agglomérateurs. On capte toutes les techniques et tous les savoir-faire qui existent et on les adapte à l'environnement parking. On n'a rien inventé encore. D'accord. Jean-Pierre Bonnat, comment vous pensez que la ville va évoluer avec l'agriculture urbaine en son sein ? Moi, justement, je trouve que ce sont des initiatives intéressantes parce que on sent bien que la ville a un rôle à jouer et que la ville peut, à un moment donné, et ça commence à le devenir, la ville peut donner l'exemple en recréant le lien justement entre le citoyen et la terre, en recréant le lien entre le citoyen et la nourriture saine, et en recréant le lien tout simplement avec la ville et la campagne. Et puis un rôle nourricier peut-être à retrouver Oui, un rôle nourricier, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que je ne pense pas que la ville pourra nourrir la planète. Ça, c'est une utopie. On aura toujours de l'agriculture traditionnelle sur des grandes étendues. Vous êtes amené à intervenir en Amérique du Sud notamment. Oui, en Colombie. Voilà, quelle est la problématique là ? En Colombie, c'est une problématique un petit peu différente. On parle beaucoup d'agriculture familiale dans la ville, mais aussi, moi je vois un phénomène qui se passe en ce moment à Bogota, le retour des grands marchés paysans, des vrais grands marchés paysans dans la ville, et l'insertion des agriculteurs dans la ville. Et ça, je trouve que c'est un phénomène intéressant. Je pense qu'on doit tous s'y pencher aussi. Julie Spollmeyer, merci beaucoup. Théo Champagnat, merci. Et puis vraiment, félicitations pour vos initiatives. Christophe Duhamel, on vous retrouve donc sur votre revue et sur votre site internet. Jean-Pierre Bonnat, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci.